Bon, quoi? C'est complètement nul et injuste ce que tu viens de faire. Bah oui, c'est un peu comme le jour où Charles Mingus est entré en conflit avec le label Atlantique. Alors, William avait dit, lui, que c'était Mingus. Il avait sans doute de bonnes raisons et pas des conneries. Eh, foutez-moi la paix! Bon, ben, Bruno a sans doute ses raisons, faut le comprendre. Hein. Tenez, moi, depuis que je le connais, ben, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. C'est vrai, ça. J'avais parfois l'impression d'avoir gâché ma vie à accumuler tous ces vinyles et puis pas savoir quoi faire après. Et ben maintenant, finalement, je crois que j'ai mieux passé mon temps à rêver sur la musique qu'à cauchemarder en la composant. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horaire d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Je m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Prost. Ah, ton cul. C'est mon génie. Bonjour, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B, une émission cette semaine un peu spéciale puisqu'il s'agit de la retransmission d'une rencontre de l'écran à la page, organisée en partenariat avec le cinéma Arvor et la librairie Le Fayère, une rencontre qui a lieu à la librairie en compagnie d'un invité spécial, Thierry Jousse. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre de l'écran à la page qui a lieu à la librairie Le Fayère et qui est organisée en partenariat avec le cinéma Arvor et qui est dédiée aux écrivains de cinéma, dont fait partie notre nouvel invité Thierry Jousse. Mais il fait la moue, mais si, c'est un écrivain de cinéma, parce que Thierry Jousse du coup est Faites la moue, pas la guerre. Ouais, est un écrivain de cinéma à la base, même si maintenant c'est un homme de radio, parce qu'en fait on le connaît surtout en ce moment pour être l'animateur sur France Musique de Ciné Tempo et d'autres émissions, d'autres appellations, mais toujours plus ou moins consacrées à la musique de cinéma. Mais tu es également auteur de plusieurs livres sur le cinéma, notamment un sur Cassavetes, un autre sur Satya... Non, pas Satya. Non, alors attends, Wong Kar-wai, c'est pareil, Lynch. tout ça. David Lynch, effectivement. Et tu es réalisateur également de 2 films, 2 longs métrages, en tout cas Les Invisibles et Je suis à No Man's Land. Et tu as été rédacteur en chef des Cahiers du cinéma dans la première moitié des années 90. Bravo, c'est exact. T'as vu, je suis fort. J'ai bien relu ma fiche Wikipédia. Et là, on t'accueille aujourd'hui parce que tu viens de sortir un livre, enfin le premier tome d'une grande somme qui s'appelle Dictionnaire enchanté de la musique au cinéma. Et là, le premier tome est sorti chez Marest Éditeur. Ça couvre en tout cas les entrées de A à F. Et on t'accueille pour ça à la librairie Le Fayère. Donc,
En tout cas, cet ouvrage, enfin, évidemment, ce qui est le plus frappant, c'est que c'est la dimension est éminemment subjective. Hein. C'est que voilà, tu es à la fois subjectif dans ton écriture, on sent que tu pars de tes goûts, de tes affects, et c'est aussi un peu subjectif dans sa construction. Il y a aussi bien des entrées sur des réalisateurs, hein, ça va de Wes Anderson à Yves Boisset, à Bergman, à Carax, que sur des compositeurs, des entrées par compositeur, John Barry, Roy Budd, Bernstein, Elfman, Antoine Duhamel, ou aussi des entrées parfois sur un film, en particulier Diamant sur canapé, hein, qu'on va passer au cinéma Arvor tout à l'heure. C'est dans le cadre de ta carte blanche, c'est toi qui as décidé de passer ce film-là. Tu lui consacres une entrée entière dans ce dictionnaire-là. En termes de films qui bénéficient d'une entrée singulière, il y a aussi Bullitt, par exemple. De temps en temps, aussi dans ce dictionnaire, encore une fois, toujours assez subjectif dans sa construction, il y a aussi des entrées par acteurs évidemment très musicaux, hein, de style Judy Garland, Fred Astaire, Brigitte Bardot, un peu plus étonnamment parfois. Alors, il n'y a pas trop de soucis dans la construction de ce dictionnaire, il n'y a pas en tout cas de soucis académiques. Mais par contre, moi, ce sur quoi je voulais un petit peu te faire réagir en premier lieu, c'est que en même temps, oui, effectivement, c'est très subjectif, mais en même temps, par l'éclectisme tel qu'on peut le voir entre tous les noms que j'ai lancés, c'est-à-dire qu'il y a vraiment passé, on va dire, de Vladimir Cosma à Johnny Greenwood, bah finalement, c'est pas une si grande évidence. Et ben, au final, ton dictionnaire reflète aussi une sorte de qualité objective. J'ai envie de dire, moi, en tout cas, quelque chose qui me touche beaucoup, c'est un petit peu, ouais, justement, l'éclectisme total de ta cinéphilie qui va marier des esthétiques musicales et cinématographiques très différentes. Alors moi, je voudrais t'entendre parler d'une part, évidemment, commençons par le début, sur l'origine de ce projet, mais aussi, surtout, sur un peu cette dimension éclectique qui, je pense, en tout cas, toi, te tient à cœur en tant que cinéphile et mélomane. Oui, absolument. Sur l'origine du projet, ça fait un petit bout de temps que je travaille, j'ai des activités en lien avec la question de la musique de film. Tu en as cité certaines, hein, Ciné Tempo, donc l'émission que je fais sur France Musique, ou des vidéos sur Blow Up, le site, en lien avec le site d'Arte. Donc c'est quelque chose qui me travaille depuis assez longtemps. Même quand j'étais au Cahier du cinéma, on avait avec Nicolas Saada conçu un numéro spécial autour des musiques de cinéma. On avait appelé ça musique au cinéma à l'époque. C'était au milieu des années 90. Donc c'est dire que ça commence à dater ce rapport. Donc il y a un moment où j'ai eu le sentiment peut-être que ça pouvait trouver une forme d'écrit, que par la rencontre avec l'éditeur de ce livre, Pierre-Julien Marès, qui m'a un peu tendu la perche pour un bouquin. J'ai mentionné cette hypothèse de dictionnaire sans d'ailleurs mesurer que c'était quand même beaucoup de travail. Mais bon, voilà, ça fait partie de l'intérêt de cette entreprise. Voilà, donc c'est abouti. Et je me voyais pas forcément écrire une somme académique sur le sujet, en effet. Donc j'ai commencé à plutôt penser à cette forme fragmentaire qui me permettait aussi d'intégrer plein de choses. Parce que quand on écrit une histoire, effectivement, il y a forcément des choses qui passent à l'as. Là, il y en aura aussi, hein. Mais au moins, elles seront assumées en tant que telles par ma subjectivité. Donc oui, donc voilà, ça c'est le premier volume. Normalement, au départ, on pensait que ça allait être en un seul volume, mais finalement, l'entreprise a pris quand même un tour assez, je sais pas si c'est monumental, mais un peu vaste, parce que finalement, quand on commence à faire je commençais à lister un peu les choses par lettre, puis là, tout d'un coup, mais j'ai oublié ça, j'ai oublié ci. Après, on en enlève quand même certains, mais c'est vrai que ça me permet de toucher effectivement à des territoires très variés, parce que de fait, il y a des cinéastes. Donc là, on est vraiment dans une forme de politique des auteurs revisitée à travers la musique, mais on voit quand même qu'il y a des cinéastes qui ont qui ont une vraie identité musicale. Hein. Tu as cité Wes Anderson. Bon, il y a Paul Thomas Anderson aussi. Effectivement, Bergman, ça, je suis assez fier parce que il n'y a pas eu tant d'études sur la musique chez Bergman, alors que c'est quand même très important pour lui. Donc j'aime beaucoup parce que pour moi, c'est ça le cinéma. Faire coexister Bergman et Vladimir Cosma dans le même volume, ça correspond totalement d'une part à ma manière d'appréhender le cinéma, et puis de toute façon je trouve que le cinéma c'est ça dans son essence presque, hein, c'est-à-dire un truc trivial et en même temps savant, où les deux se mélangent, enfin on fait l'aller-retour en permanence. Donc la musique c'est parfait pour ça, parce que c'est un objet moins sacré d'une certaine manière que le cinéma en tant que tel. Ça donne une liberté, je pense, en tout cas moi ça me donne une forme de liberté dans mon rapport au cinéma, et je suis pas obsédé que par la musique non plus quand je vois un film, hein, il faut quand même pas exagérer, surtout parfois c'est plus surtout une épreuve, ça arrive, hein, qu'il y ait des films qui musicalement soient un peu une épreuve.
Donc voilà, c'est vraiment comment dire, une promenade au gré de ma subjectivité où la question critique est pas au centre du motif. Quand je dis la question critique, c'est-à-dire au sens de trancher dans le vif, c'est pas qui serait une des questions, enfin un des gestes possibles de la critique. Là, c'est bon, même si voilà, il y a des choses que j'aime plus que d'autres et je le dis. Enfin, c'est plus un exercice d'admiration ou l'idée de faire passer voilà des noms qui sont moins connus ou des films dont on se dit tiens ils mériteraient d'être revisités sous l'angle justement peut-être de la musique. Voilà, c'est tout un vagabondage personnel que j'ai essayé de traduire avec une écriture qui en effet est peut-être, je sais pas si elle est littéraire, mais en tout cas elle est subjective. C'est pas de l'écriture critique ou de l'écriture savante entre guillemets universitaire sur cet objet-là qui peut aussi produire ce genre de choses, mais moi c'est pas ma manière de l'aborder, quoi. Et sur cette, pareil, ça rejoint un petit peu cette question de l'impureté, enfin ce fameux truc d'aller de Bergman à Cosma, qui est présente dans ton ouvrage. Au final, cette question de, on peut dire l'impureté entre, on pourrait dire une forme haute de culture, Bergman, une forme un peu plus basse. Finalement, la musique de film a aussi ça. C'est aussi une forme un peu bâtarde, à la fois, j'ai envie de dire, pour les cinéphiles. Toi, tu as été un petit peu, on va dire, contemporain et aussi tu as été l'artisan d'une sorte de reconnaissance du truc par ton numéro des Cahiers du cinéma. Tu es contemporain en tout cas du début où un discours, on va dire, c'est articulé autour de la musique de film et aussi on va dire un goût, on appelle ça des fois de façon très moche les bofophiles, quoi, mais ceux qui vont collectionner vraiment les bandes originales de films. Toi, tu as, en tout cas en parlant de la musique de film, on est dans quelque chose qui est un peu impur, qui est impur à la fois pour, on va dire, les cinéphiles, ceux qui pensent que le film c'est un tout, et peut-être aussi à la fois pour les mélomanes qui vont se dire bon cette musique là elle a été faite voilà pour un film, elle n'existe pas en tant que telle. Bon, je sais que toi tu l'as vu probablement parce que tu es fan de Morricone, mais un film qui est sorti dernièrement sur les écrans revient beaucoup là-dessus, sur Morricone qui, si vous avez vu le film, ou si vous connaissez un petit peu le documentaire de Tornatore, voilà, où Morricone vient clairement d'une forme haute de la culture de la musique d'avant-garde et a œuvré dans, on va dire, bon, il a œuvré pour beaucoup de choses, mais sur particulièrement, et ceux qu'aiment les bofophiles, justement sur le cinéma le plus impur, vraiment. Et donc du coup, sur cette question de l'impureté, dans la musique de film, on est vraiment un peu là-dessus. Ah oui, c'est fondamental, hein. Mais moi je viens quand même pour en revenir un tout petit peu en arrière, je viens d'une tradition critique qui n'était pas très tournée vers la musique, parce que je viens des Cahiers du cinéma, j'en ai été le lecteur, j'en ai ensuite été un des rédacteurs, puis rédacteur en chef, bref. Donc j'ai un peu pratiqué le terrain, on va dire. Et c'était pas très central, c'était même pas du tout central dans l'approche qu'avaient les critiques à l'époque. Ça l'est toujours pas d'ailleurs probablement, mais enfin bon, peut-être aujourd'hui c'est un petit peu plus intégré. Autre chose, tu parles de cette impureté, de ce rapport par exemple de Morricone avec des formes, des films très B voire Z dans certains cas. Les compositeurs de musique de film de cette génération dont Morricone fait partie, on peut citer, je sais pas, Antoine Duhamel par exemple, dont je parle ou peut-être John Barry ou d'autres, étaient considérés quand même comme des compositeurs assez secondaire par justement l'académie ou par les instances qui étaient celles de la musique contemporaine, quoi, pour aller vite. C'est-à-dire que par exemple Boulez, que par ailleurs je ne méprise évidemment aucunement, était très réticent, considérait que c'était vraiment quelque chose quand même de la sous-musique un peu. Et pour avoir rencontré certains des compositeurs de cette génération, comme justement Antoine Duhamel, il en a beaucoup souffert. Il était condisciple de Boulez, ils étaient dans le même conservatoire, bon, il avait la même formation, sauf qu'ils ne sont pas dirigés vers la même direction. Donc la musique de film a souffert longtemps d'une sous-estimation. Par ailleurs, moi j'étais pas collectionneur non plus, je fais pas partie, disons, il y a des tribus de collectionneurs comme il y en a dans tous les domaines, il y a des gens qui collectionnent vraiment les BO, même des cinéastes. Je me souviens par exemple Christophe Gans, qu'on connaît comme ancien critique de Starflix, mais aussi comme réalisateur, par exemple. Christophe Gans que je connais un peu, lui il collectionne tout Morricone, c'est-à-dire que les éditions, y compris les Donc éditions. Il y a une pièce chez lui où je pense qu'il y a une pièce qui est déterminée uniquement par sa collection des différentes éditions. Déjà Morricone a déjà composé, on dit, autour de 500 BO. Alors tu peux imaginer ce que ça donne si on cherche en plus des éditions japonaises et ainsi de suite. Il y en a forcément pas mal. Bref, il y a une collectionnite à laquelle je dis pas que je suis pas un peu collectionneur, mais je ne suis pas vraiment. Je connais des gens qui le sont vraiment plus que moi.
Je pense qu'il y a pire que moi. J'accumule aussi, hein, mais je suis peut-être moins dans la collection au sens d'obsession. C'est-à-dire que j'ai justement ce truc d'éclectisme qui fait que une fois, je peux pas rester sur le même objet trop longtemps, quoi. Je suis obligé d'aller voir ailleurs, me dire tiens. Bon, et puis il y a un moment, je sais pas comment dire. Oui, ça s'impose pas à moi là, l'idée de collection. C'est vraiment autre chose. Donc parce que je suis peut-être vraiment conduit par la musique, mais c'est un drôle d'objet parce que la musique de film c'est un objet bizarre. De toute façon, tu l'as un peu dit dans la question que tu me posais, c'est à la fois lié au film, et on peut dire il y a des gens qui pensent effectivement qu'une musique de film ne peut pas être écoutée en dehors du film. C'est vrai pour certaines musiques d'ailleurs, et qui peuvent fonctionner sur un film et qui en dehors me paraissent un peu désagréables presque, ou en tout cas sans intérêt. Mais beaucoup de compositeurs disent en même temps que la musique doit être à la fois complètement pensée pour le film, adaptée au film, enfin dans un rapport à la mise en scène, et en même temps qu'on doit pouvoir l'écouter en dehors du film. C'est ce que disait Michel Legrand, par exemple. Bon, et c'est vrai d'ailleurs pour un compositeur comme Michel Legrand. Donc, c'est vraiment un objet hybride, quoi. C'est-à-dire que on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une culture de la musique de film qui s'est constituée au fil du temps, qui est de plus en plus partagée, on voit les ciné-concerts nombreux et variés qui sont maintenant organisés. Ça attire quand même du monde, donc on sent que c'est un nouveau répertoire presque qui remplace pas, mais qui s'impose dans un contexte où c'est plus le répertoire contemporain ou classique, ni le répertoire, c'est pas le jazz ou la variété ou le pop ou n'importe quel genre musical, je sais pas, c'est vraiment un truc à part entière, mais ça reste hybride, quoi. Ça reste un truc où on fait un aller-retour en permanence entre ce qu'est le film et ce qu'est mais je dois reconnaître quand même que par rapport à ce livre, il y a des musiciens et des BO sur lesquels j'ai jamais vu les films, hein. Je n'ai écouté que les musiques qui existent en soi pour moi. C'est pour un compositeur qui est pas parmi les plus célèbres, par exemple parmi ceux qui sont cités dans ce dictionnaire, par exemple Roy Budd, qui est un compositeur anglais de la fin des années 60 et qui est mort assez jeune, début des années 80, mais enfin qui a fait sa carrière dans les années 70 et qui a quelques très bons films dans sa filmographie, comme par exemple Get Carter, qui est devenu un peu un film culte avec Michael Caine. Mais enfin, il a fait aussi un certain nombre de films, d'autres films que je n'ai jamais vus et dont je trouve les musiques vraiment assez formidables. Donc voilà, on est dans cette espèce. Et d'autres, bon, c'est pour ça que j'ai fait des entrées aussi très variées, parce que ce rapport à la musique dans le cinéma, et c'est aussi pour ça que j'ai pas dit musique de film, mais musique au cinéma, enfin de cinéma, parce que la musique au cinéma, c'est pas seulement la musique originale aussi, c'est quelque chose de plus vaste. Et dans certains cas, ça m'intéresse, dans d'autres, ça m'intéresse pas, mais je pouvais pas exclure non plus spontanément des figures presque qui rentrent dans le cinéma et qui ont quand même un lien très fort avec la musique. Et pas exclure non plus la musique au cinéma, ça veut dire oui de prendre des morceaux, certains cinéastes qui vont prendre des morceaux préexistants, et ça c'est quelque chose auquel tu t'intéresses pas mal parce que tu as aussi, il y a eu quand même, peut-être tu vas peut-être me détromper, mais on va dire, moi je donne toujours un petit peu à Scorsese par exemple, aux réalisateurs qui vont les réalisateurs qui compilent, voilà, on sait ce que ça va donner après, voilà, il va y avoir des gens comme et les frères Cohen ont pu faire ça sur Big Lebowski, Tarantino va faire beaucoup ça, Wes Anderson va faire beaucoup ça, il va y avoir d'autres cinéastes comme ça, Jarmusch va peut-être un peu moins, mais en tout cas on est quand même dans toute une vogue de cinéma qui apparaît, on va dire particulièrement dans les années 90, pas Scorsese, hein, mais d'autres qui vont être justement des cinéastes compilateurs qui vont très peu faire appel, et là particulièrement le cas de Tarantino, à des compositions originales. Il va le faire une fois auprès de Morricone pour Les 8 salopards, et là où je veux en venir, c'est que la musique au final, encore une fois, là ils font appel à de la musique préexistante. Et il y a aussi un autre cas, et ça m'intéresse dans l'histoire de la musique de film, c'est que la musique de film, tu le dis, n'est pas un genre en soi, mais il y a aussi beaucoup de musiciens qui vont soit œuvrer pour la musique de film ou pas, vont se référer à la musique de film. Tu fais une entrée avec le groupe R, le groupe français R, qui lui, apparu fin des années 90, hein, il me semble. Ah oui, lui, une de ses références, c'est la musique de film, quoi. Ah oui, ça c'est un truc très important, parce que le cinéma, d'ailleurs de manière plus générale, mais enfin la musique de film en particulier, a eu un impact, oui, sur l'évolution de la musique. Ça c'est certain. R, tu cites R. Je pense que quelqu'un comme Philippe Catherine n'aurait, pour d'autres raisons que R, mais n'aurait pas fait de la chanson sans
un lien avec le cinéma et notamment la nouvelle vague. Alors ça a pu passer parfois par des références directes, mais c'est peut-être là aussi, c'est peut-être autre chose, mais c'est quand même un rapport avec le cinéma et la musique. Enfin bon, on pourrait en citer d'autres. Je pense qu'il y a effectivement un impact de la musique de film sur l'évolution de la musique. Ça, c'est vrai que c'est vraiment un truc assez singulier qui n'était pas prévisible a priori, parce que on savait pas du tout que. Ce qu'il y a, c'est que il faut se remettre dans un contexte qui était plus celui de mon enfance ou de début de mon adolescence. Les musiques de films à l'époque, on peut penser à Morricone, Cosma ou d'autres, c'était de la pop au fond. C'est-à-dire que ça se vendait comme de la pop, ça se vendait en 45 tours, ça se vendait, il y avait des 33 tours, enfin bon voilà, et il y avait des trucs qui se vendaient énormément. C'était pas des petites ventes, hein, c'était des grosses ventes, parce que, alors ça avait à voir avec le film bien sûr, mais ça avait à voir aussi avec la découverte d'un son qui était très différent de tout ce qu'on entendait. Morricone, c'est à la fois on peut le relier avec plein de trucs, mais enfin c'est complètement à part quoi en même temps. Donc cette dimension-là, elle a existé, elle existe peut-être moins aujourd'hui parce que le rapport à la musique, c'est marrant parce que j'ai été frappé par un truc, c'était là récemment, par qu'est-ce qui a été le grand tube lié à l'image ces derniers temps, une chanson de Kate Bush des années 80 dans Stranger Things, la série de Netflix. C'est quand même marrant, mais ça veut dire qu'il y a toujours un truc qui se passe avec l'image. Alors c'était pas un film, c'était une série, mais peu importe. Mais que c'est une chanson de 1985 qui a été élue par des gens jeunes. Visiblement, parce que Stranger Things, c'est quand même pas regardé par des vieillards, a priori. Enfin, il y en a sans doute, mais c'est quand même des jeunes qui font un peu le succès de cette série. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours une demande par rapport à ce rapport à la musique au cinéma, mais qu'il s'est déplacé et qu'en revanche, on est moins sur la question de la musique originale. Alors, pour revenir sur ce que tu disais sur les cinéastes qui utilisent la musique préexistante, c'est une vieille histoire au fond, parce que si on le prend pas sur l'angle de la pop, mais sous l'angle du classique, par exemple, Pasolini a commencé à faire ça dès les années 60. Oui. Visconti l'a un peu fait. Pasolini, il mélangeait les musiques, tu vois, par exemple, l'Évangile selon saint Matthieu, dans Médée, il y a des musiques du monde entier qui arrivent, il y a des blues, il y a des spirituals, il y a de la musique de je ne sais où, enfin, en tout cas, voilà, pas occidentale. Donc, il y avait déjà ça. Godard l'a pas fait à ce moment-là, mais il a commencé à le faire au début des années 80, à utiliser de façon plus systématique des morceaux qui n'existaient, enfin qui n'étaient pas composés pour le film. Scorsese effectivement avait commencé très tôt, enfin en tout cas dans Mean Streets, il y a vraiment un lien avec la musique qu'il écoutait adolescent, les Ronettes, Phil Spector ou les Stones. Bon, donc je fais une différence, disons, sur cette question-là entre des cinéastes dont je sens que c'est presque organique chez eux, c'est-à-dire que c'est vraiment des choix qui sont déterminés par le film et par leur biographie d'une certaine manière, ou par une idée, par rapport à tout ce qui existe. Et aujourd'hui c'est très large, c'est très, ça fait un moment que ça dure. Beaucoup de gens utilisent des morceaux préexistants, mais après c'est ce qu'on appelle un peu les films jukebox, c'est-à-dire c'est soit pour connoter l'époque, soit pour constituer une playlist qui va faire un peu mousser le film, quoi, d'une certaine manière. Ça m'intéresse effectivement beaucoup moins. Mais contrairement, disons, à ce que pourrait être une attitude que je qualifierais quand même d'un peu corporatiste sur la question de la musique de film, moi je ne refuse pas en tout cas l'impureté là aussi de l'apport de morceaux, parce que ça me semble faire partie. Moi, ce qui m'intéresse, et là c'est du côté du metteur en scène que ça se joue, c'est si c'est lié à la mise en scène au fond, quoi. Parce que pour moi la musique fait aussi partie de la mise en scène, pas toujours bien évidemment, mais elle peut faire partie de la mise en scène, et c'est là où en tout cas par rapport à des cinéastes ça m'intéresse. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à l'évolution de la musique de film, on va dire depuis, pas depuis les années 90, mais de ces dernières années, ou de ces 15 dernières années, on va dire. Est-ce que tu sens des tendances, toi, avec ton œil un peu aiguisé là-dessus ? Oui, la tendance, c'est plutôt, je suis pas le premier à le dire, c'est plutôt moins de mélodie, on va dire, plus de design sonore, on va dire, surtout dans le cinéma américain où, de fait, on est dans des musiques qui sont déjà beaucoup moins symphoniques, beaucoup plus électroniques, ou alors un mélange d'électro et de musique acoustique ou électrique, enfin voilà, un truc. Et surtout, ce qui est marrant, c'est qu'on revient un peu à des formes qui sont très anciennes, c'est-à-dire la conception des années 30 du cinéma américain, où c'est musique tout le temps, presque, mais musique qui n'est pas faite pour être entendue, pour une part en tout cas. Un peu sous-mixée. C'est-à-dire des musiques qu'on appelle underscore en anglais, et qui sont les musiques qu'on entend sans entendre, et que les gens n'entendent pas vraiment, ou qui ne savent pas qu'ils ont entendu, alors qu'en réalité ça a joué un rôle important pour les acclimater au film qu'ils voient. Donc ça, moi, c'est la tendance que je vois. Après, c'est
compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant. Il y a plus de, comment dire, avant. Il y a eu une époque où, mais qui est maintenant assez ancienne, où c'était avant, les musiciens qui faisaient de la musique de film, c'était des musiciens de film entre guillemets. Aujourd'hui, n'importe qui, enfin je dis n'importe qui, bon c'est une façon de parler, mais quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui vient d'un autre endroit, qui n'a rien à voir avec le cinéma, enfin la musique de film, peut tout à fait se retrouver à faire de la musique de film ponctuellement, ou tout d'un coup se mettre à développer. Mais des fois, ça devient si on prend par exemple l'exemple de Johnny Greenwood, qui est pour moi un des figures majeures apparues ces 10 dernières années dans le contexte de la musique de cinéma. Bon, donc compositeur pour Paul Thomas Anderson. Voilà, il vient de Radiohead, enfin on le connaît comme guitariste de Radiohead. Et tout d'un coup, à partir de There Will Be Blood, quoi qu'on pense de Paul Thomas Anderson, il attaque une nouvelle carrière et c'est très surprenant parce qu'on découvre un autre visage de ce compositeur. Tout d'abord, on découvre qu'il avait en fait tout un background savant derrière lui. Il connaissait très bien la musique contemporaine, il connaît parfaitement la musique du XXe siècle et tout d'un coup, il développe une carrière à part entière. Et là, on est sur un cas de figure, par exemple, qui est vraiment très différent du standard. Donc il y a des figures qui apparaissent. Je pense, moi j'aime beaucoup Mika Levy, qui a fait peu de choses aujourd'hui, mais enfin qui a fait la musique de Jackie de Pablo Larraín, de Under the Skin, voilà, de comment il s'appelle, de Jonathan Glazer. Il y a quelques figures. Je voudrais, comme je ne veux pas passer pour le réac de service, je vais pas non plus... Que tu es, au fond. Que je suis forcément un peu, mais que j'essaye de conjurer autant que je peux cette idée. Je dirais que pour moi, il y a quelque chose qui manque un peu dans la musique de film aujourd'hui, c'est-à-dire, je trouve ça manque un peu... la mélodie me manque un peu, quelque chose, une espèce de matière comme ça, un peu enchantée, justement, me manque un peu. En même temps, je comprends la logique de ce qui se produit, mais j'espère que ça va quand même, ça va bouger quand même un peu encore, revenir un peu, peut-être le balancier va revenir vers quelque chose d'un petit peu plus chantant. Pour moi, ça serait aussi quelque chose que j'aimerais bien. Mais je suis pas le seul à le dire, hein. Tu parlais de R. Il m'est arrivé j'ai rencontré quelques fois, notamment Nicolas Godin, qui était une des deux figures de R. Il pense la même chose, hein. Parce qu'il dit un truc qui est assez vrai. Il dit oui, nous on a été éduqués en écoutant la radio, en allant au cinéma, en regardant la télé, voilà, avec des musiques qui étaient effectivement, pour un certain nombre d'entre elles, des musiques de films qui nous ont imprimé. Bon. Mais aujourd'hui, est-ce que ça va produire le même effet chez un certain nombre, chez les jeunes gens qui découvrent les trucs? Peut-être, après tout, j'en sais rien, mais je comprends qu'ils se posent la question. J'ai peur d'oublier, alors je vais te le poser. Il y a 2 absences dans ton livre, en fait, dont je voulais sûrement plus. Que je voulais évoquer. Non, mais voilà, oui, évidemment, mais on en reparlera plus tard, et je laisserai la parole à Antonin après. Alors, et bien évidemment, hein, on est là pour en discuter. La première absence, elle est dans John Barry, donc, puisque ton livre va de A à F, donc on s'arrête à William Friedkin. John Barry, bien évidemment, apparaît, puisque c'est un compositeur important pour toi comme pour tout le monde, puisque c'est un compositeur essentiel. Tu n'évoques pas Danse avec les loups, ce qui m'a profondément déçu. En plus, c'était le CD préféré du pape Jean-Paul II, je crois. Ah oui, je savais pas. Si j'avais su, en effet. Et donc, je trouve ça scandaleux. Je tenais juste à le signaler. C'est pas faux, oui. Alors que la bande originale de John Barry pour Danser avec les loups est merveilleuse. Et il y a aussi l'absence de Cipriani. Comment est-ce que tu comptes t'en remettre? Cipriani, c'est une erreur, c'est un oubli. Parce qu'en effet, j'aime beaucoup et j'ai l'intention d'intégrer d'autres Italiens, évidemment, au fil de Il y a Luis Bacalov, quand même, qui est d'origine argentine, enfin, qui a quand même fait sa carrière en Italie. C'est tout simplement un oubli. Parce que, voilà, je ne sais pas si je vais pouvoir régler ce problème. Enfin bon. Et Danse avec les loups, oui, je me suis arrêté un peu tôt, peut-être. Alors après, moi, c'est vrai que Barry, c'est quand même plus des années 60-70, mon tropisme de prédilection, hein, c'est quand même presque même surtout les années 60, mais enfin non, les 70, il y a des choses magnifiques aussi, et que je suis un peu moins, disons que j'ai découvert plus tardivement le Barry hollywoodien, même si j'avais vu les films à l'époque, hein, mais ça a été moins ma découverte de Barry ou mon amour de Barry est moins passé par là, et en effet, je me suis arrêté à Out of Africa, parce que j'ai considéré que, si tu veux, à tort, très certainement, que Danse avec les loups était un peu dans la continuité de Out of Africa. Non mais je comprends, je comprends. Mais c'est parce que, comme vous le disiez précédemment, c'est-à-dire qu'en effet, depuis
une grosse dizaine d'années, comme tu le disais, la mélodie a disparu. On est plutôt sur un son d'ambiance en règle générale. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on redécouvre aussi. Alors, les années 60, 70 sont toujours un âge d'or, que ce soit pour le cinéma ou pour la musique, mais on redécouvre au fur et à mesure que dans les années 90, il y avait notamment des cinéastes, mais aussi il restait justement, c'était un petit peu la queue de comète de ces grands compositeurs qui continuaient dans les années 90 à proposer en fait des thèmes en fait qui étaient merveilleux, et ça va jusque dans début des années 2000. Hein. Danny Elfman, c'est pareil. C'est vrai que, tu dois être d'accord avec moi, depuis le début des années 2000, Danny Elfman reproduit certaines choses. Ses derniers grands thèmes, c'est le début des années 2000 aussi, je pense. Et voilà, les grands compositeurs hollywoodiens, entre guillemets, c'est pas les seuls, ont grosso modo un peu disparu. Et les années 90, ça reste un petit peu les petites pépites. Je suis d'accord avec toi, mais plutôt que Barry, auquel je suis sensible, mais je citerai un autre compositeur américain qui a eu une très longue carrière et qui a fait une dernière partie de carrière magnifique, c'est Elmer Bernstein, qui a commencé dans les années 50, qui a été le compositeur de L'Homme au bras d'or, de Preminger, enfin qui était plus marqué par qui a été un des introducteurs du jazz, on va dire, dans la musique de film, qui a traversé toute l'histoire avec des musiques de western dans les années 60 et un peu début 70, qui a fait différentes choses et puis qui tout d'un coup dans les années 90 se retrouve revendiqué par des cinéastes d'une autre génération. Scorsese d'abord, il fait la BO du Temps de l'innocence que je trouve absolument splendide. Bon, le film est très beau aussi, mais la musique de Bernstein est absolument fondamentale dans le film. Sans la musique de Bernstein, je pense que le film fonctionne pas, parce que ça il faut s'en rendre compte aussi, hein. Il y a des films qui fonctionneraient pas sans musique. Et il fait ensuite Far From Heaven, donc Loin du paradis de Todd Haynes, qui est quasi une de ses dernières BO, qui est aussi magnifique. Donc il termine par une espèce de comment dire, des BO très élégiaques comme ça, très très belles, comme si c'était effectivement le chant du cygne d'un grand art qui était en train de disparaître. Deux films d'époque, en plus, ça c'est intéressant. Deux films d'époque, oui, pas de la même époque, mais en effet, tout à fait. Je crois qu'il doit y avoir un autre film dont j'oublie je crois qu'il a fait un autre. Je me demande s'il a pas fait un autre Scorsese, si c'est pas à Tombeau ouvert, mais ça m'a moins marqué, je sais plus. Mais bon, en tout cas, il y a au moins ces deux BO qui sont magnifiques. Et c'est vrai que ça apparaît, comme tu dis, un peu, oui, sans doute que Danse avec les loups a un peu ce statut-là aussi, oui, c'est vrai. Mais chez Bernstein, ça m'a plus frappé parce que vraiment, je trouve que c'est parmi les choses les plus belles qu'il ait composées. Et Dieu sait si c'est un très grand compositeur qui est pas si connu, qui est connu des amateurs, mais oui, alors que c'est un immense compositeur qui a vraiment traversé plein d'époques différentes. C'est ça qui est intéressant aussi, quand on voit des compositeurs comme ça, ils traversent des périodes du cinéma américain qui nous paraissent à chaque fois des moments de rupture et qui lui traverse avec des mutations. Il intègre, parce que la musique de film intègre aussi parfois des musiques de son époque, enfin le jazz à une époque, la pop ensuite, enfin bref, il y a eu différents comme ça, le funk, on voit avec des gens comme Schifrin ou d'autres, hein, bon. Mais lui, il revient à ce grand vocabulaire orchestral dont il était un des maîtres, et c'est assez bouleversant parce que c'est vrai que c'est la fin de quelque chose. Après, il y a des compositeurs dont on peut dire qu'ils ont repris un peu le flambeau, peut-être Desplat a essayé sur un mode différent, mais c'est plus tout à fait la même chose quand même. C'est-à-dire que donc oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, finalement, tu reviens déjà de toute façon dans le dictionnaire sur justement des compositeurs qui continuent aujourd'hui. Tu parles de Desplat, il y en a d'autres que tu peux citer. Alors John Williams n'est pas encore forcément dans ce premier volume, mais j'imagine qu'il aura le droit à son entrée. C'est vrai que ça fait partie de un peu écrasant, ça, John Williams. C'est comme Jerry Goldsmith. Oui. C'est des compositeurs qui ont tellement composé, dont l'œuvre est tellement énorme que. Mais après, pas quelle boule prendre. Je te fais confiance parce que tu as quand même une capacité à la synthèse qui m'impressionne. Je prends pour exemple l'entrée Bob Dylan qu'il y a dans le roman. Alors on en a parlé juste avant. Moi, je suis sans doute plus fan de Dylan que toi. Il y a cette année un livre entier qui est sorti sur Bob Dylan et le cinéma, une centaine de pages, un peu plus peut-être. Ça m'a échappé. Non, mais le fait est que toi, finalement, en 4 pages, tu racontes autant de choses, sinon plus que quand une
une centaine de pages. Non, mais tu as cette capacité à la synthèse, donc je ne m'inquiète pas en ce qui concerne John Williams. Après, tu as un peu de temps, hein, ce sera dans le dernier volume. C'est des compositeurs où il faut quand même faire un peu des choix, parce qu'on peut pas tout traiter exhaustivement, sinon Morricone c'est pareil, enfin on n'en finit plus, quoi. Mais en tout cas, il continue, enfin, bon, même s'il répète Williams, un petit peu des choses. C'est un petit peu la fin quand même, puisqu'il a annoncé récemment que... Alors, j'ai pas vu le dernier Spielberg. Moi non plus, mais enfin on va bientôt le voir, et là c'est encore sa musique. Je crois qu'il a dit qu'il aimerait bien faire un James Bond récemment, mais est-ce qu'il le fera, j'en sais rien. Il a quand même plus de 90 ans. Bon, donc ça commence à être un âge respectable, on va dire. À lui, c'est vraiment le dernier des grands, on va dire. Encore en exercice. Morricone en tout cas, était l'autre. Les deux grands compositeurs, et qui sont peut-être d'ailleurs les plus connus du grand public, qui sont aujourd'hui, enfin, étaient Morricone et Williams. Il ne reste plus que Williams, parce qu'après tous les gens de cette génération-là sont plus là, hein. Oui, c'est vrai qu'il y a Schifrin. Il y a Schifrin, mais non, il est plus en activité. Il est malheureusement plus tout à fait capable de. Il doit jouer encore un peu de piano, mais il a quand même des problèmes de santé, enfin bon, qui sont assez importants. Oui, non, il y a Quincy Jones, qui est pas identifié comme un compositeur de musique de film, et qui pourtant a fait des choses absolument géniales en musique de film, mais il est plus en activité. Non, c'est des gens qui sont plus en activité. Absolument. Mais alors qu'en réalité, effectivement, Morricone pour une part, et surtout Williams, était encore en activité. Donc de fait. May I have this dance?
captation de la rencontre avec Thierry Jousse à la librairie Le Fayère, à un moment où une personne du public le questionne sur le morceau de jazz final du film Sorcerer, le convoi de la peur de William Friedkin. Je ne sais pas, parce que j'ai fait ce texte sur Friedkin à partir d'un entretien que j'avais fait avec lui spécifiquement sur la musique. Il était passé à Paris pour une rétro, je sais plus si c'était pour la ressortie de Sorcerer ou une rétrospective à Cinémathèque ou les deux. Et je m'en avais profité à l'époque, je faisais une autre émission à la radio qui s'appelait Ciné Massong et où il y avait des invités. Maintenant, j'ai plus d'invités, bref. Et donc j'avais fait un entretien avec lui où il était assez bavard d'ailleurs parce qu'il s'intéresse beaucoup à la musique. Et je lui ai pas posé la question, donc je ne peux pas vous répondre. Mais je pense que là, c'est vraiment un truc très pragmatique, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'on puisse filmer deux personnes qui dansent avec la musique de Tangerine Dream, ce serait peut-être moins adapté. À mon avis, là, c'est vraiment, comme on dit, un truc lié à la pratique du film, quoi, simplement. Mais je pense pas qu'il y ait d'autres raisons cachées ou parce que là, il a vraiment, comme je l'explique un tout petit peu dans le livre, c'est vrai qu'il a une façon de travailler qui est assez à part, qui se rapproche presque de Godard d'une toute autre manière, c'est-à-dire qu'il a fait quand même composer régulièrement souvent des musiques avant le tournage ou pendant, mais enfin en tout cas pas sur un montage terminé. Et après lui, c'est ce qu'il racontait sur Tangerine Dream, il les a découverts un peu par hasard dans un concert, visiblement à minuit dans la forêt noire. Il racontait ça comme une espèce d'illumination. Et tout d'un coup, il flash un peu sur cette musique qui était assez novatrice comme à l'époque. Tangerine Dream n'était pas connu, enfin en tout cas pas si connu que ça. Et puis il leur demande de composer de la musique. Il leur envoie, je sais pas combien d'heures de musique, enfin beaucoup de musique. Et après lui, il fait son marché. Et il monte les musiques sans leur demander leur avis sur le film, et ça donne ce que ça donne, c'est-à-dire un résultat qui est plutôt, je trouve, assez impressionnant. Donc c'est une méthode aussi, ça c'est intéressant aussi parce que il y a des réalisateurs qui ont une méthode qui est vraiment à la leur pour travailler sur la musique d'un film, quoi. Tout le monde ne travaille pas de la même manière. Et malgré tout, je pense que c'est quand même un film directeur pour la grande musique et les grands films, quoi. Le film d'art et d'essai, comme on veut, ou Underground, enfin de toute façon, il y a une histoire du jazz au cinéma qui je ne suis pas le premier à en parler. Il y a des bouquins entiers là-dessus. Ça commence très tôt, dès les années 30. Ça continue sous des formes variées ensuite. Donc oui, je ne pouvais pas passer pour... Après, c'est un amour personnel, en effet. J'aime beaucoup certaines BO de jazz et j'aime le jazz. Enfin, pas tout le jazz, mais en tout cas un certain nombre de choses dans le jazz. Donc oui, je me suis aperçu, que de toute façon, il y avait eu des croisements réguliers. Là, je parle de Chet Baker ou de Duke Ellington, qui ont une histoire qui n'est pas forcément immense avec le cinéma, mais qui est quand même importante. On pourra citer dans le volume à venir Herbie Hancock, qui a fait quelques musiques de films qui ne sont pas d'ailleurs toutes jazz, mais enfin qui a un lien avec ça. Oui, donc, après le jazz, pour un certain nombre de gens, c'est lié à une époque, c'est-à-dire les années 50, la fin des années 50, c'est vrai qu'il y a un boom du jazz à ce moment-là, à travers, évidemment, Ascenseur pour l'échafaud, il y a Miles Davis aussi dans le bouquin. Enfin bref, il y a oui, c'est Cassavetes. Là, il y a un texte sur Cassavetes avec effectivement Mingus. Donc il y a un boom autour de fin 50, début 60, avec la musique qui est à la fois un peu la musique à la mode et la musique moderne, on pourrait dire. Donc pour certains, c'est plus la mode, c'est plus le moderne, mais les deux se rejoignent. Le problème du jazz aujourd'hui... Et puis après, il y a toute la manière dont le jazz a nourri des musiques des années 60-70 à travers des compositeurs comme Schifrin, comme Legrand, comme Quincy Jones, comme d'autres, qui est vraiment aussi un truc très important et qu'on retrouve dans beaucoup de... Alors là, c'est plus tout à fait du jazz au sens strict. Enfin, on voit bien que ça nourrit les musiques de Bullitt ou de Dorothy Harry, de Schifrin sont quand même nourries par le jazz, même s'ils ne sont plus du jazz au sens strict. Mais alors le truc, c'est qu'aujourd'hui, quand on prononce... Enfin, je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais disons il y a 2, 3, 4 ans, je ne sais pas, il n'y a pas si longtemps, j'en ai parlé avec des gens comme ça, des réalisateurs ou des musiciens, parler de jazz devant des producteurs, il ne faut pas le faire parce qu'ils trouvent ça ringard. C'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est une musique datée, quoi. Alors, oui, d'un côté, c'est pas faux, mais en même temps, donc ça sera peut-être utilisé pour des trucs un peu rétro, si ça a un lien avec une époque. Mais ce sera pas, et puis c'est pas très vendeur parce que en termes de playlist, on préfère avoir de la pop quand même, c'est mieux.
Donc le jazz est malgré tout, même si c'est une musique qui continue à exister et qui continuera toujours à exister d'une certaine manière dans le cinéma, je pense qu'elle est quand même très marginalisée et beaucoup moins, disons, au centre du motif qu'elle a pu l'être. Bon, après, c'est un peu voilà, ça fait partie des aléas de l'histoire, on pourrait dire, mais c'est peut-être un peu dommage. Moi, j'avais peut-être une question, mais je vais peut-être m'en mêler les pinceaux, mais c'est un truc qui peut m'intéresser, et tu viens un peu de dire, par exemple, voilà, s'il y aura une bande-annonce de jazz, si on veut convoquer, on va dire, la période des années 60-70, quoi. Voire 50. Et j'ai quand même l'impression que, quand tu me dis ça, et c'est peut-être pas ce que tu veux dire, je pense, par exemple, au jazz funk un peu des polars des années 70. Et je me dis toujours, voilà, ça c'est un son... Comme on disait, voilà, la musique, elle va encapsuler un peu le temps. Si on veut, par exemple, je prends un film qui est à l'affiche, dans l'Innocent de Louis Garrel, il va y avoir un morceau de Stelvio Cipriani qui est pris. Je pense, inconsciemment pas, le spectateur, il voit ça directement, ça encapsule le temps, ça encapsule aussi tous les films, même si on n'a pas vu le film, d'où ça vient, ce superbe morceau de Stelvio Cipriani, ça va convoquer l'imaginaire d'un film policier des années 70, qui fait que cette bande originale-là, ce son-là, convoque un univers. Et ça, c'est un truc qui m'intéresse, c'est comment d'autres musiques de films, et ça c'est une musique de film, elle est convoquée dans un autre film que celui où elle est née. Et ça, j'ai toujours l'impression que c'est le valable pour du cinéma, pour de la musique de film italien, de la musique italienne de film, ou de la musique américaine de film, mais moins pour, on va dire, tout ce qui va être plus de l'ordre de la musique populaire française. Je pense à Cosma et tout ça, qui a tendance à disparaître de la mémoire collective, j'ai l'impression, parce qu'en fait, elle n'est pas trop réemployée elle-même par les films, de par ses couleurs. Il y aurait Dupieux, qui est absent de ton dictionnaire aussi, oui, que j'ai l'impression qu'il a pu le reprendre. Il aurait pu être là, oui. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est toute une dimension de la musique de film qui, moi, me convoque directement l'enfance, c'est les films avec lesquels j'ai grandi à la télé, mais j'ai l'impression que c'est pas trop utilisé. Non, de fait, il y a de fait dans la musique de film. Enfin, après, ça dépend. Si c'est une musique très connue, il y a un retentissement du film lui-même. Si c'est une musique moins connue mais qui a une couleur d'époque, c'est un retentissement de l'époque qui va jouer. Et puis après, on peut aussi déplacer tout ça vers autre chose. Après tout, le cinéma, c'est ça aussi. Si tu colles une musique sur une image, tu sais pas ce que ça va produire, ou tu peux envisager que ça produise encore un effet qui soit inattendu. Et d'ailleurs, on sait que si tu colles si tu fais, enfin, l'expérience a été faite un certain nombre de fois. Si tu mets une musique si tu prends une image, un plan ou une séquence, tu mets 3 musiques différentes, ça va pas être la lecture va pas être la même. C'est d'ailleurs moi un des enjeux, un des trucs qui m'a fasciné dans la musique de film depuis le début. Là, je réponds pas tout à fait à ta question, mais je vais y revenir. Je digresse un peu parce que c'est important quand même par rapport à l'effet que peut faire la musique de film. Il y avait d'ailleurs un exemple qui avait été, enfin comment dire, un test en quelque sorte qui avait été fait par mon camarade justement Nicolas Saada il y a longtemps dans une conférence qu'il avait fait. Il avait, pour 2001, il y avait eu une musique originale composée donc par Alex North, avec lequel Kubrick avait déjà travaillé sur Spartacus. En réalité, il avait demandé cette musique à North un peu sous la pression des studios, parce qu'en réalité, il avait déjà en tête l'idée d'utiliser des morceaux de musique contemporaine ou de musique plus classique. Bon, mais North a écrit malgré tout une partition que Kubrick a refusée. Bon voilà, c'est comme ça arrivait régulièrement dans l'histoire de la musique de film, c'est arrivé au plus grand de toute façon. Bon, mais la musique a été enregistrée. Je ne sais pas si elle a été enregistrée à ce moment-là ou plus tard, mais enfin en tout cas on a, et notamment la musique qui aurait dû figurer sur le fameux ballet des vaisseaux spatiaux où il y a le beau Danube bleu. Et alors quand on fait donc le test est très intéressant parce que tu vois les deux séquences l'une après l'autre et tu vois que c'est pas la même histoire. C'est-à-dire qu'avec la musique avec le beau Danube bleu, il y a un effet presque d'ironie induite par l'utilisation plus d'un tube absolu, le beau Danube bleu, je trouve, c'est vraiment la scie. Et là tout d'un coup, single. Et voilà, c'est presque de la musique de pub, on pourrait dire. Donc il y a un côté critique presque, enfin en tout cas ironique sur ces ballets. C'est pas du tout le triomphe de la technologie, c'est beaucoup plus distant que ça. Avec la musique de North, ça donnait beaucoup plus un truc triomphal, c'est-à-dire que c'était vraiment la musique au premier degré, on pourrait dire, qui magnifiait le ballet. Donc là c'était un test vraiment intéressant parce qu'on voit vraiment la différence entre les deux. Pour en revenir à ce que tu disais, c'est-à-dire pourquoi on n'utilise pas de musique française beaucoup dans les films, c'est vrai qu'il y a un mouvement de réutilisation de la musique. Curieusement, par exemple, Wong Kar-wai a utilisé
utilisé de la musique de Delerue dans 2046. Il y a un extrait de la musique de je crois que c'est de Vivement Dimanche dans 2046. Donc comme quoi ça vient pas des Français, c'est venu. Alors Cosma, le truc c'est que Cosma il a un statut à part, c'est-à-dire que c'est à la fois un musicien que tout le monde connaît. Moi je raconte cette anecdote parfois parce que ça m'amuse, c'est-à-dire que je connais un peu Céline Sciamma comme ça. Une fois je sais pas, on parlait d'un truc et elle a adoré Vladimir Cosma. Je veux dire, Céline Sciamma et Vladimir Cosma, a priori, ça paraît très très éloigné. Et pourtant, parce que générationnellement, voilà, il a dû regarder les films de Weber et ainsi de suite, des années 80. Bon, donc tout le monde connaît. Et en même temps, du coup, de ce fait, il est un peu sous-estimé. Ouais. C'est-à-dire que moi, je milite plutôt pour la. Enfin, après, il y a à boire et à manger. Éventuellement, chez Cosma, il a beaucoup composé. Mais il y a quand même. C'est vraiment un compositeur assez très talentueux quand même. Oui. C'est pas du tout un compositeur secondaire pour moi. Il a vraiment, mais il a pas l'aura en effet d'un Georges Delerue, d'un j'en sais rien, qu'est-ce qu'on pourrait citer dans sa génération, même d'un François Droubet qui est beaucoup plus culte. François Droubet, il y a vraiment un truc autour de François Droubet. Cosma, peut-être c'est parce qu'il est vivant, je sais pas, mais même Sard que je pratique pas mal en ce moment parce que je suis en train de faire une série d'émissions et j'ai même animé une rencontre avec lui récemment. Sard a beaucoup plus de culte que ne peut l'avoir Cosma. Donc est-ce que c'est pas tout simplement dû au film qui était associé à sa musique, c'est-à-dire qu'il faisait c'est le cinéma populaire français, c'est ça, il participait à des comédies populaires alors que Delerue c'était Godard ou des films américains, et puis Cosma lui il est associé à la soupe aux choux, Pierre Richard. C'est peut-être, mais en fait quand tu regardes de François Droubet, les films n'étaient pas particulièrement non plus exceptionnels, à part le Samouraï. C'était même pour Robert Enrico. Enfin moi par exemple j'aime beaucoup ce qu'il a fait pour Enrico, que ce soit Les Aventuriers ou qui sont des films moins tout aussi populaires, mais c'est pas la comédie populaire. Enfin voilà, on rabaisse le compositeur peut-être comme on peut rabaisser le film, alors que moi La Chèvre par exemple je trouve ça merveilleux. Non mais je trouve que La Chèvre est un film merveilleux, vraiment. Les suites, elles sont un peu moins réussies, mais La Chèvre est un film merveilleux, et la musique tout autant. Et c'est vrai que Cosma, comme tu dis, est un excellent compositeur. Et en a tendance, je pense, parce qu'il était aussi populaire et qu'il était associé à des films très populaires, en fait, à rabaisser en fait sa qualité de compositeur. Oui, sûrement. Non, mais c'est vrai que s'il a vu la carrière de Morricone, c'est-à-dire que Morricone a travaillé avec les presque, on pourrait dire, les bas-fonds du cinéma italien, mais aussi avec Pasolini, Bellocchio, Bertolucci, enfin le cinéma d'auteur le plus radical, le plus pointu, et aussi en l'intermédiaire, peut-être que ça serait différent. Non, mais t'as raison. Moi, même autant que La Chèvre, que j'aime bien aussi, mais tout ce qu'il a fait avec Yves Robert, c'est formidable, hein, franchement. Et moi, je pense aussi, mais il faudra dire un jour aussi que quand même, les années 70, c'est l'âge d'or du cinéma populaire français, enfin, il me semble. Hein. Je dis ça générationnellement. J'ai grandi un peu dans les années 70, donc forcément, je suis un peu de parti pris. Mais quand même, je veux dire, il y a quand même beaucoup de bons films, beaucoup de bonnes comédies à cette époque-là, de Pierre Richard, Yves Robert, en passant par effectivement les premiers Weber, ainsi de suite. Bon, même d'autres types de films. Donc après, tout n'est pas bien, mais il y a quand même une qualité globale. Donc on devrait maintenant, effectivement, peu à peu dépasser tout ça. Mais ça va venir. Je pense que Cosma est très populaire parce que moi, Pierre Bachelet a fait des bonnes choses en tant que musicien de film, oui, de fait. Mais quand je vais, moi, ça m'est arrivé, je suis allé 1 ou 2 fois à des concerts de Cosma. Par contre, il y a du monde. Hein. Les gens viennent, ils connaissent tous les thèmes. Il y a une ferveur populaire, par contre, qui est vraiment assez étonnante. Donc ça, je pense que la personne peut rivaliser avec lui de ce côté-là. Bonsoir. Ouais. Je voulais juste faire une remarque par rapport à ce que vous dites sur Georges Delerue et le fait qu'on peut peut-être un peu l'oublier, mais en fait, on a quand même l'impression, même si les gens ne savent pas, il est énormément utilisé par la publicité. Et dans le cadre de Delerue, il est également utilisé dans le cadre de musique pour des sons et lumières ou même pour des différents animations, événements, puisque sa musique a quand même un son très, par certains moments, très classique. Il a fait des hommages qui sont réutilisés comme des musiques presque marquées de l'histoire qui appartiendraient à un autre siècle. Donc c'est une façon presque de le faire durer. Et lui aussi qui a souffert, comme vous disiez tout à l'heure, du mépris de Boulez pour la musique de film. Il a subi la même chose de ce côté-là. Oui, alors ça c'est un domaine que je connais moins en effet, mais vous avez raison. Et cela dit, il a été réutilisé aussi, j'ai parlé de Wong Kar-wai, mais là c'est vraiment une petite citation, mais enfin Scorsese l'a aussi a utilisé la musique du mépris dans une séquence de Casino, dans une séquence qui
quasiment de rupture de couple entre Joe Pesci et De Niro. Donc c'est là une utilisation narrative, on va dire. Oui, juste une petite remarque. Ça s'appelle Dictionnaire enchanté. C'est un hommage à Demy et à Legrand ou bien... Oui, enfin, disons que idéalement, je sais pas si idéalement, mais enfin, ça aurait pu s'appeler dictionnaire amoureux parce que c'est une forme qui maintenant existe. Sauf que on peut pas utiliser dictionnaire amoureux, c'est une appellation contrôlée, déposée. Et comme j'étais pas chez l'éditeur, je crois que je sais pas si c'est Stock ou je ne sais plus. Enfin bon, en tout cas, c'est un gros éditeur, bref, Plomb peut-être, oui. Donc on a cherché avec l'éditeur à voir quel était le mot qui pourrait mieux convenir, et c'est lui qui a trouvé Enchanté. Je me suis dit, il a pas tort. En effet, ça renvoie à Demy, Legrand, même s'il n'y a pas d'article sur Demy, il y en aura un sur Legrand assez long dans le prochain. Et donc, ça nous a semblé, oui, la bonne formule. Alors, j'ai vu, quelqu'un a écrit dans un article qui, par ailleurs, est tout à fait favorable dans les cahiers du cinéma, d'ailleurs, où j'ai pas toujours eu que des bonnes critiques sur ce que j'ai fait, je le précise. Quelqu'un a écrit que le titre était un peu naïf, c'est une de ses rares réserves, donc je sais pas... bon, peut-être, mais j'assume cette naïveté. Ça participe quand même de ce qui était, enfin oui, c'est simple presque de le dire, mais ça participe aussi de mon enchantement à moi, mais de l'enchantement du cinéma et j'espère de l'enchantement des auditeurs et des lecteurs. C'est un superbe mot de la fin, merci, parce qu'il va être temps en fait qu'on arrête, parce que oui, du coup la librairie va fermer ses portes. Il y avait une dernière question. Une toute petite question, quand paraît le tome 2 ? Eh ben, écoutez, dans le courant de l'année 2023, mais c'est pas encore fixé clairement. Ça dépend un peu de moi, pour tout vous dire. Pour clôturer, pour tous ceux qui n'ont pas lu l'ouvrage, je tiens à te préciser que moi je l'ai lu avec une petite page à côté du livre pour noter des bandes originales, que ce soit pour des compositeurs connus comme Cosma par exemple ou Delerue, parce que tu cites régulièrement des bandes originales qui sont vraiment oubliées, des films qui ne sont pas connus, et donc voilà. Et il y en a un où tu m'as accueilli complètement, c'était pour John Dankworth, que je ne connaissais pas de nom en tout cas. C'est un anglais, oui, voilà. Compositeur anglais. Et là tu m'as eu sur la fin de ton article sur le monsieur, en disant: si j'ai bien fait mon boulot, vous devez déjà être en train de chercher fiévreusement à découvrir ces trésors qui témoignent de l'inestimable talent du trop discret John Dankworth. Et tu vas même jusqu'à donner la référence du coup de la compilation qui est sortie, et je te remercie pour ça, parce que c'est vrai que je suis tout de suite j'étais en train de noter John Dankworth et puis les différentes bandes originales que tu citais juste avant pour The Servant ou d'autres machin, et que cette composition était superbe, et j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter. Donc je te remercie, et donc oui, tu as très bien fait ton boulot. Je crois que c'est le label qui devrait me remercier, parce que c'est déjà la deuxième personne qui me dit qu'elle a acheté cette compil grâce à la lecture. Alors je vais demander un pourcentage. Très bien fait ton travail. Merci à tous et merci Thierry. Now while I love you alone, now while I love you alone, now while I love you, can't love without you, must love without you alone. Leave it alone, it's all gone. Leave it alone, it's all gone. Don't stay to see me turn from your arms. Leave it alone, it's all gone. Give me my death, close my mouth. Give me my breath, close my mouth. How can I bear the ghost of you here? Can't love without you, must love without you. Now while I love you alone, now while I love you alone, now while I love you, can't love without you, must love without you alone. Give me my dead, close
my life. Give me my breath. Close my mouth. How can I bear the ghost of you here? Can't love without you. Must love without you. Now, while I love you alone. Now, while I love you alone. Now, while I love you, can't love without you. Must love without you alone. Now, while I love you, can't love without you. Must love without you.